Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Et mes amis, vous allez voir, ces deux histoires, je les ai bien appréciées quand je les ai lues parce que les mécaniques sont un petit peu différentes de d'habitude. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même par DM Instagram. Je vous rappelle, mon nom c'est Melvin Fogelsang, M-E-L-V-Y-N, V-O-G-E-L-S-A-N-G. Ça, c'est pour nos amis qui nous écoutent en podcast. Le lien de mon compte est en description, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre parce qu'actuellement il y a un concours qui vous permet de gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Voilà, le petit instant promo est terminé, je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, c'est celle de 5 filles qui sont parties fêter un enterrement de vie de jeune fille à l'étranger, et parmi elles, il y a Marie. Marie, ce n'est pas la future mariée, mais elle nous raconte que c'est sa témoin, donc c'est elle qui gère à peu près tout pour cet événement. Que ce soit l'organisation, les papiers, les réservations, ou même les trajets, vraiment, elle prévoit absolument tout. D'ailleurs, elle le fait à la perfection parce qu'elle aime que tout soit carré, et elle sait que les autres membres du groupe, eh bien, ils comptent sur elle pour organiser tout ça. Ce voyage entre filles, elles l'attendent depuis des mois, parce que 4 jours au soleil entre copines sans stress et sans boulot, vous allez me dire, c'est le bonheur absolu. Marie nous raconte qu'elles arrivent à leur destination en début d'après-midi. L'hôtel est juste parfait, la piscine est immense, et pour couronner le tout, c'est en bord de mer. En plus de ça, le personnel de l'hôtel est adorable, donc j'ai envie de dire, on peut difficilement faire mieux. Les filles, elles filment à peu près tout pour envoyer à leurs copains respectifs, ou même à leurs parents, et autant vous dire que l'ambiance, elle pète le feu. Le soir, elles descendent au buffet à volonté de l'hôtel pour manger, et elles goûtent absolument tout. Elles prennent des photos des plats, elles parlent avec les serveurs, ou même avec les cuisiniers qui leur demandent d'où elles viennent, ce qu'elles font ici, qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Et franchement, elles s'amusent énormément. Le premier jour, il passe très vite. Après manger, elles sortent dans un bar près de la plage, elles boivent un coup et elles dansent jusqu'à la fermeture. Le lendemain matin, elles se réveillent un peu tard, mais pas trop non plus, histoire de ne pas rater le petit-déj parce qu'après tout, elles l'ont payé. Elles vont au buffet avec leurs lunettes de soleil tellement elles ont mal au crâne. Elles mangent, elles vont à la plage et après le déjeuner de midi, elles se disent qu'elles vont aller faire un tour au marché, histoire de visiter un peu les alentours et de ramener des petits souvenirs à leurs copains, leur famille ou même à des amis qui n'ont pas eu la chance de participer à ce voyage. Marie, elle est trop contente, donc elle vérifie les horaires, les taxis, la distance. Enfin, vous commencez à comprendre le personnage, mais avec elle tout est très carré. À un moment, le groupe de copines sort de leur hôtel pour la première fois depuis leur arrivée. Et apparemment, à l'extérieur, c'est une autre ambiance. Il y a énormément de bruit entre les gens et les voitures, il fait grave chaud, et elles ne savent pas trop où aller pour rattraper un taxi. Elles marchent un peu, et avant qu'elles arrivent au bout de la rue, là où il y a les taxis, eh bien, un homme les aborde. Ce gars, il a genre la trentaine, et il leur dit qu'il travaille à leur hôtel, et que visiblement, il est cuisinier là-bas. Il dit les avoir reconnus au buffet de la veille, et il leur demande « Alors les filles, comment ça va? Ça se passe les vacances? Vous allez où ?» Les filles se regardent en étant un petit peu surprises, mais pas du tout méfiantes, parce que c'est vrai qu'elles ont parlé avec beaucoup de serveurs et beaucoup de cuisiniers la veille, et en plus de ça, ce mec, il parle bien français. Donc potentiellement qu'elles ont bel et bien discuté avec lui la veille, parce qu'après tout, elles ont bu quelques verres. En plus, ce mec, il a l'air sympa, il leur dit qu'il est en congé aujourd'hui, et qu'il connaît la ville sur le bout des doigts. Il leur dit également qu'il peut leur montrer les vrais endroits, et pas les trucs à touristes. Vous savez, le genre d'endroit où elles vont se faire arnaquer, ou un truc à 1 bal, elles vont le payer 45. Et il dit même que voilà, si elles veulent venir avec lui, il peut les emmener en voiture pour pas cher du tout, 5 € seulement pour tout le trajet, alors qu'à la réception de l'hôtel, on leur avait dit que c'était au moins 25 €. Il essaye de vendre ses services au groupe de copines en mode c'est un prix spécial parce qu'on était au buffet, on discutait ensemble. Donc les filles, ça les fait rire, et franchement, un trajet pour 5 €, ça leur paraît plus qu'honnête. Et puis merde, après tout, il est sympa, il est pas insistant, donc autant y aller. Marie hésite un petit peu, par contre, les autres membres du groupe sont en mode on y va. Du coup, elle finit par accepter. Les filles se dirigent vers la voiture du cuisinier de l'hôtel, et autant vous dire qu'elle est extrêmement vieille, mais très propre. Le gars met la musique à fond, il tape sur le volant, il les ambiance, et elle nous raconte, Marie, que c'est un moment très agréable parce que l'ambiance est très cool, les filles s'amusent, le mec est sympa, donc que demander de plus? Pendant le trajet, le gars leur parle du pays, des marchés, des bons plans, et à un moment, les filles ont tellement chanté et crié qu'il leur propose de l'eau, qui se trouve dans une bouteille qu'il sort de sa boîte à gants. Il dit qu'elle est très fraîche et qu'il en a toujours pour ses clients les plus fidèles. Alors, les filles, elles refusent poliment parce qu'elles sortent de table, elles n'ont juste pas soif, sauf une qui en boit quelques gorgées. Donc, à ce moment-là, ils sont sur la route, et lui, il ne les emmène pas dans les grandes places publiques, mais plutôt dans les petites ruelles que les touristes ne connaissent pas vraiment. En plus de ça, il dit que c'est plus rapide et qu'il connaît les raccourcis. Donc, Marie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde par la fenêtre, elle essaye de repérer le chemin, mais elle nous explique que tout se ressemble. Arrivées à destination, elles descendent de la voiture et elles se mettent à suivre le cuistot qui les guide jusqu'à l'endroit qu'il connaît. Les filles passent devant plusieurs magasins de souvenirs, elles veulent s'arrêter parce qu'il y a plein de choses super sympas, mais le conducteur leur dit « Non, pas ici, c'est beaucoup trop cher et beaucoup trop touristique ». Il leur répète qu'il va les emmener dans un endroit mieux et qu'elles vont juste adorer. Il insiste un peu sans être agressif, mais Marie, ça la gave légèrement parce qu'elle n'aime pas en vacances qu'on lui dise quoi faire. Donc naturellement, elle commence à se sentir un petit peu gênée parce que dans ce magasin, elle avait vu de jolis trucs, mais le mec a clairement pas voulu qu'elle s'arrête. Donc
On est d'accord, c'est un peu relou. Au bout d'un moment, il les arrête dans une petite rue qui est très calme. Il n'y a aucun touriste et il n'y a aucun bruit. Le type dit aux copines qu'elles sont arrivées et en face d'elles, il y a une boutique de tapis. Devant cette boutique, il y a un autre homme qui les attend. Le cuisinier et ce mec se saluent, ils se serrent la main et ils se parlent relativement vite dans une langue que les filles ne comprennent pas du tout. L'autre homme est poli, il leur sourit et il les invite à monter à l'étage de son magasin parce qu'apparemment, il y a plus de choses et que tout est fait à la main avec des prix qu'il appelle locaux. Les filles se regardent, elles hésitent un peu parce que ce n'est pas du tout ce qu'elles voulaient. À la base, elles cherchaient simplement des souvenirs pour leurs copains et pour leur famille. Donc, vous l'aurez compris, soit des tasses avec le nom de la ville ou alors des petits magnettes, mais pas un putain de tapis. Mais bon, elles se disent qu'elles sont 5, donc que ça ne risque rien si jamais il devait se passer quelque chose de mal. Qu'elles vont juste aller regarder et après tout, merde, elles sont en vacances, elles font ce qu'elles veulent. Donc, elles acceptent. En haut, à l'étage du magasin, elles découvrent une énorme pièce qui est remplie de tapis. L'homme leur dit de s'asseoir sur des coussins et là, il leur sert du thé, accompagné de petits gâteaux. Les filles se regardent, elles rigolent parce qu'elles trouvent ça super sympa de leur part. Autant ce mec que le cuisinier, parce qu'elles ont eu beaucoup de chance d'être tombées sur eux et qu'il les emmène dans un endroit vraiment sympa, pour très peu cher et surtout avec quelqu'un qui les accueille extrêmement bien. Mais malgré tout ça, Marie, elle reste assez prudente. Elle jette des coups d'œil vers la porte et elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle nous avoue que, je sais pas, elle le sent pas. Pour elle, être aussi gentille, ça cache forcément un truc, mais ses copines sont beaucoup trop dans l'euphorie du moment pour se rendre compte de quoi que ce soit. À un moment, le vendeur tire les rideaux, soi-disant pour montrer les reflets du tissu à la lumière, et à ce moment-là, toute la pièce est plongée dans le noir. Quelques secondes après, il allume une lampe qui se trouve au sol et les couleurs des tapis se mettent à briller. Ce mec, il se met à parler beaucoup trop, il dit que c'est un honneur pour lui de recevoir des Françaises et que surtout, elles ont une chance extrême d'avoir des produits artisanaux comme ceux-ci. Là, Marie, elle commence à sentir la douille arriver, que quelque chose cloche, parce que l'endroit, il est beaucoup trop fermé pour elle et elle déteste ça parce qu'elle est claustrophobe. Le type, il parle de plus en plus vite, il ne fait pas de pause et surtout, il ne les laisse pas se lever. Les filles commencent à se jeter des regards discrets et aucune d'entre elles ne veut être celle qui dit « Allez les copines, on se barre ». Du coup, par politesse, elles attendent que ce mec finisse son monologue, sauf que, vous vous en doutez bien, ça n'arrive jamais. Le gars sort carrément un tapis, puis un autre, et quand on pense qu'il les a tous sortis, non, il y en a encore un. Il fait semblant de négocier tout seul, il baisse les prix, il parle de cadeaux et de traditions. Enfin, vraiment, ce mec, c'est le fou du bus. Et je dis pas ça parce que mon chat, il s'appelle Fou du bus. Ceux qui ne savent pas, mon chat, c'est Fou du bus tout collé, F-O-U-D-U-B-U-S. Peut-être que vous allez me prendre moi pour le fou du bus d'appeler mon chat comme ça. Enfin, désolé, je vous ai un peu embrouillé l'esprit, mais c'était important. Là, les filles sourient, mais elles ne répondent plus vraiment parce qu'elles ont déjà dit qu'elles ne voulaient pas de tapis. Il en a rien à carrer. Marie se dit qu'elles doivent partir et qu'il faut trouver un prétexte. Elle regarde la porte d'entrée, mais le chauffeur est juste à côté, appuyé contre le mur, comme s'il les surveillait. Bon, tout ce qui paraissait sympathique quelques minutes plus tôt commence gentiment à déranger les filles de plus en plus. Elles essayent de rester polies, courtoises, elles disent qu'elles n'en ont pas besoin de ces putains de tapis et qu'ils voulaient simplement, à la base, regarder ce que le cuistot avait à leur montrer. Quand elles disent ça, le vendeur fou, il sourit, mais il continue d'insister et il leur montre un grand tapis rouge foncé qu'il déplie à moitié et il explique que c'est une pièce extrêmement rare et surtout qu'il leur fait un prix spécial. Marie, elle serre les poings, elle est à 2 doigts de lui mettre une droite parce que je crois qu'elle lui a dit à peu près 45 fois que ces tapis, elle en avait rien à faire. Mais quand elle lui dit pour la énième fois, non, on ne veut pas de tes tapis, le ton du mec, il se met à changer. En fait, Marie, elle lui a expliqué que non seulement elle n'en voulait pas et que même si elle le voulait, elle ne pourrait pas le ramener. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans l'avion, leur bagage est limité et que le tapis est beaucoup trop grand. Quand elle dit ça, le mec lui répond que ok, ce n'est pas un problème, je peux le plier et ça passera. À un moment, une des filles se lève et elle dit écoutez, on doit y aller. Mais l'homme lui bloque le passage avec le tapis et à l'extérieur, le cuisinier se met devant la porte comme s'il voulait faire comprendre qu'elles ne sortiront pas d'ici. Là, autant vous dire que plus personne ne parle, tout le monde a compris qu'il y a quelque chose qui cloche, mais aucune des filles du groupe n'ose bouger. À un moment, Marie, elle a un plan pour sortir de là. Elle sort un billet de 50 balles et elle dit à l'homme écoute, je prends ton putain de tapis, mais tu nous laisses sortir. L'homme, il la fixe sans bouger, puis il éclate de rire et dit que malheureusement, ce n'est pas 50 €, mais 500. Tout le monde est choqué, Marie le regarde en étant persuadée d'avoir mal entendu et il lui répète le prix avec un ton beaucoup plus sec cette fois-ci. Notre amie lui explique que malheureusement, elle n'a pas cette somme en cash sur elle, qu'elle ne peut donc pas l'acheter, mais l'homme hausse les épaules et il dit qu'il accepte aussi volontiers la carte bleue. Notre amie, elle dit qu'elle ne l'a pas sur elle, sauf que lorsqu'elle dit ça, le chauffeur qui est à l'extérieur, il se met à rire et il dit qu'il l'a vu payer en carte à l'hôtel et que forcément, elle est en train de mentir. Là, les deux hommes se mettent à parler dans leur langue, puis reparlent en français avec les filles, et c'est là que le ton commence à monter. Ils s'énervent en leur disant qu'elles sont irrespectueuses
fraudeuses et que ce sont des profiteuses. Le groupe de copines se met à paniquer, Marie elle tente de calmer le jeu, elles leur disent voilà, peut-être qu'on pourra payer un petit peu plus que 50 € si on s'y met toutes, mais jamais on arrivera aux 500 que vous réclamez. L'homme ne change pas d'avis, il leur dit mon tapis vaut 500 balles et pas un de moins. Et apparemment, selon lui, 500 c'est déjà très peu par rapport à la valeur réelle de ce tapis. Donc en gros, il leur fait un très beau cadeau. Là, le chauffeur s'approche un petit peu plus des filles et il leur explique qu'ici, quand on boit le thé et qu'on mange les gâteaux chez un commerçant, on doit forcément lui acheter quelque chose, car ça s'appelle tout simplement la politesse, et que refuser de lui acheter quelque chose, c'est l'équivalent de l'insulter tellement c'est mal poli. Marie essaye de trouver une solution très rapide pour se sortir de ce merdier. Elle propose donc d'acheter quelque chose de plus petit, juste pour partir. Mais maintenant, vous commencez à connaître le vendeur, il lui dit non, pas ça, j'ai beaucoup mieux. Marie, elle en a marre, et le mec lui dit venez, suivez-moi, la pièce que je vais vous montrer, elle se trouve à l'arrière. Là, les copines, elles hésitent vraiment à le suivre, mais malheureusement, le chauffeur, il ouvre la porte et il leur fait signe d'avancer. Elle se lève donc très lentement, et avant de passer la porte, Marie, elle sort son téléphone discrètement de sa poche, elle ouvre la conversation WhatsApp avec le guide touristique qu'elles ont rencontré le premier jour à l'hôtel, et elle lui écrit un message en vitesse. Elle lui dit on est au souk avec deux hommes très bizarres, elle lui partage sa localisation, puis elle range son téléphone. À ce moment-là, les copines entrent dans la pièce, qui cette fois-ci est beaucoup plus petite et surtout sans fenêtre. Le vendeur dit qu'il va chercher à nouveau des tapis pour leur montrer, il sort de la pièce, le chauffeur lui, il reste dans le couloir, et les filles, elles, ne bougent plus. L'une d'elles commence à dire qu'il faut partir maintenant, que concrètement le tapis, elle s'en moque, donc Marie hoche la tête, elle avance vers la porte, mais le chauffeur, donc le cuisinier, il la referme violemment avant qu'elle ne puisse sortir. Elles se regardent entre elles, et au même moment, elles entendent un bruit qui va les terroriser, c'est celui du verrou de la porte. Immédiatement, Marie essaye d'ouvrir la porte, mais c'est fermé à clé, et personne dans cette pièce ne comprend ce qui est en train de se passer. L'une des filles frappe contre la porte et elle crie qu'elle veut le sortir, mais malheureusement, personne ne répond. Une autre fille essaye carrément de défoncer la porte, mais à nouveau, il ne se passe rien. Marie commence gentiment à sentir ses jambes trembler, elle s'approche du mur pour chercher une fenêtre, ou du moins une sortie, mais il y a que dalle. Il y a simplement encore des tapis qui sont pliés, des cartons, un ventilateur tout pourri, et les filles ont tellement peur qu'il y en a une qui se met à pleurer. Ses potes, elles essayent de la rassurer en disant que c'est une blague, il va revenir nous ouvrir et tout ira bien. Mais on est d'accord, on n'y croit pas vraiment. Bon, les filles restent bloquées pendant plusieurs dizaines de minutes, l'air devient gentiment étouffant, et clairement, la panique est en train de prendre le dessus. L'une d'elles tape encore sur la porte, jusqu'à s'en faire mal aux mains. Marie, elle garde son téléphone en main, elle regarde l'écran toutes les 10 secondes, mais malheureusement, elle n'a pas de réponse du guide. Vous me direz, peut-être que ce mec est en train de taper sa meilleure sieste sur un transat, c'est tout à fait possible, sauf que Marie, de son côté, elle commence à croire que ce guide ne verra probablement jamais son message et qu'elles sont coincées ici. Les copines restent dans cette pièce un très long moment à réfléchir et à paniquer, et puis tout à coup, elles entendent un gros bruit, c'est des cris, des coups et des bruits de verre cassés. Les filles se fichent complètement, et là il y a clairement des pas qui montent les escaliers, une voix hurle quelque chose dans une autre langue, et il y a un énorme bruit qui secoue la porte, puis un deuxième. Là, la serrure saute et la porte s'ouvre d'un coup. Les filles sont pétrifiées, mais au bout de quelques secondes, elles remarquent que ces personnes sont venues pour les aider, car ce sont des policiers. Marie n'a même pas le temps d'essayer de comprendre comment c'est possible. L'un d'entre eux les fait sortir rapidement, et en bas, d'autres policiers tiennent les deux hommes au sol. Le vendeur, il crie et il essaye de se débattre, tandis que le chauffeur, il reste complètement muet, avec le regard extrêmement vide. Autant vous dire que le marché tout entier regarde la scène et voit les filles descendre de l'étage. Il les voit terrorisées, sauf que là, il y a un gros problème, parce que lorsqu'elles sont en train de descendre les escaliers, l'une des potes de Marie s'écroule. Un des policiers la rattrape de justesse avant qu'elle ne se fracasse la tête par terre, et il crie qu'il faut absolument appeler une ambulance. Notre amie reste figée, incapable de bouger, et elle comprend direct qu'il s'agit de la seule fille du groupe à avoir bu l'eau que le mec lui a proposée dans la voiture. Quelques secondes plus tard, les filles sont dehors dans la rue entourées de gens. Les policiers leur demandent leurs papiers et notent leur nom, leur prénom, ainsi que le nom de l'hôtel. Puis quelques toutes petites minutes plus tard, l'ambulance arrive. Les soignants prennent en charge la fille qui est tombée dans les escaliers. Elle est complètement inconsciente, ils essayent de lui mettre de l'oxygène. Marie, elle monte avec elle, tandis que les autres filles, elles restent avec la police pour témoigner. Les secouristes referment les portes et l'ambulance, elle se barre en direction de l'hôpital. Une fois arrivée sur place, Marie nous dit que tout s'enchaîne pour sa pote, des examens complets, des perfusions, tous les médecins possibles. Marie ne comprend pas tout parce que ce n'est pas son domaine. Le seul truc qu'elle arrive plus ou moins à capter, c'est qu'apparemment elle aurait ingéré une substance assez délicate et qu'elle a sûrement fait une intoxication à cause de ça. Marie, elle prévient immédiatement les médecins qu'elle a bu l'eau de la bouteille qui lui a été proposée dans la voiture par un des deux mecs qu'ils ont arrêté. Et quand elle explique aux médecins qu'apparemment ce mec c'est le cuisinier de leur hôtel, les policiers la regardent et lui disent mais de quel cuisinier est-ce que vous parlez? Marie leur explique que voilà, c'est des amis qui sont en vacances dans un hôtel, que la veille elles ont fait
une soirée et qu'il y avait les cuisiniers, et que ce mec, c'est l'un d'entre eux. Là, les forces de l'ordre ne comprennent pas du tout ce qu'elle raconte, sauf qu'à un moment, il y a un des agents qui dit « Non les gars, ça s'est déjà passé, c'est même très répandu. C'est des locaux qui se font passer pour des cuisiniers, des gens qui travaillent dans les hôtels. Ils font genre qu'ils reconnaissent les touristes pour essayer de les envoyer dans des endroits où leurs potes les attendent pour les extorquer. Le gars, il touche sa commission et tout le monde est content, sauf les touristes. Elle ne veut pas les croire parce qu'elle se dit « Mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il aurait pu savoir le nom de l'hôtel, etc. » Le policier, il lui dit « Mais madame, c'est très simple. Regarde ce que tu as au poignet. Regarde ton bracelet. Le nom de ton hôtel est écrit en gros, en gras et en rouge. » Là, Marie, elle se sent extrêmement bête. En fait, le mec, il avait simplement lu le nom qu'il y avait sur son bracelet et il leur avait fait croire que c'était le cuisinier de là-bas, alors que pas du tout. Si ça se trouve, le mec ne sait même pas faire une omelette. Marie nous dit que le guide touristique à qui elle a écrit un message WhatsApp, il débarque peu après à l'hôpital et le gars, il dit que dès qu'il a vu son message, il a tout de suite appelé les autorités en leur communiquant sa position GPS qu'elle avait transmise et que sans ce message, il n'aurait jamais pu les retrouver. Les policiers disent aux filles que ces deux hommes ont été arrêtés et que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Apparemment, d'autres touristes ont déjà eu des problèmes avec eux, mais jamais personne n'avait porté plainte par peur de représailles. Visiblement, ils font toujours la même chose, c'est attirer les gens, les enfermer, les pousser à acheter et parfois carrément leur voler de l'argent. Sauf que cette fois-ci, ça allait beaucoup plus loin parce qu'une des filles aurait pu carrément y rester. Marie, à ce moment-là, elle est incapable de réaliser ce qui vient de se passer. Le médecin dit que voilà, la personne qui a ingéré l'eau, elle va s'en sortir, mais que malheureusement, elle doit rester quelques jours sous surveillance. Alors, les filles doivent prolonger leur séjour à contre-cœur pour rester avec leurs copines. Mais bon, elles ont l'esprit d'équipe, c'est impensable pour elles de la laisser seule dans un pays et qu'elle, elle rentre en mode il n'y a rien eu. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un vrai groupe de potes. Les jours suivants, elles passent leur temps entre l'hôpital et le commissariat. Elles font des dépositions, elles signent des papiers, des photos. Autant vous dire que ça ne s'arrête pas. Tout ce que les policiers savent, c'est qu'évidemment, tout était préparé à l'avance. Ces mecs voulaient les forcer à acheter, à dépenser de l'argent. Et lorsqu'ils ont vu qu'elles n'avaient pas l'intention d'acheter, ils se sont dit que les enfermer là-dedans avec leurs potes qui allaient probablement faire un malaise, eh bien, ça les forcerait à changer d'avis. Parce que si elles ne payaient pas, elles ne sortaient pas de là, et que peut-être elles auraient la mort de leurs potes sur la conscience. Quelques jours plus tard, c'est le jour J, le groupe d'amis peuvent enfin quitter ce pays. Et dans l'avion, personne ne dit un mot. Les filles regardent par le hublot avec le regard extrêmement vide. Et Marie, elle est un peu nostalgique, elle repense à cette fameuse première soirée, à leur rire, à leur danse, à cette impression d'être intouchable. Et cette soirée, elle était il y a à peine quelques jours, mais on dirait que c'était il y a des mois, et surtout qu'elle était irréelle. À la base, un enterrement de vie de jeune fille, c'est censé être un voyage qui marque à vie, mais malheureusement, ça les a bien marqués à vie, mais pas de la bonne manière. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré cette histoire parce que ça se passe dans un autre pays. C'est une mécanique qu'on n'a pas vue encore avec des guides touristiques, enfin, oui, il y en a une un peu similaire que j'ai racontée il y a quelques jours, celle avec Max qui prend un Uber avec sa copine. Ça reste un autre pays avec un guide, mais c'est pas la même chose. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Reprenez une petite boisson, prenez un petit truc à manger, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, elle nous vient tout droit des États-Unis. Matteo, il a 16 ans et c'est un élève comme les autres. Il n'est pas forcément brillant, mais il n'est pas nul non plus. Il a un niveau scolaire qu'on pourrait considérer comme moyen parce que ses notes, elles ont tendance à un petit peu varier. Matteo, il vit avec sa mère et sa petite sœur. Son père n'est plus à la maison depuis un bon moment, mais apparemment, il passe les voir de temps en temps sans jamais vraiment rester. Alors, il n'est pas absent, mais il n'est pas non plus très présent. Matteo, c'est sa mère qui bosse beaucoup, elle rentre tard le soir et à la maison, elle s'occupe d'absolument tout. Et d'ailleurs, elle le fait sans jamais se plaindre. Alors Matteo, il essaye quand même de l'aider comme il peut. Il garde sa petite sœur, il range, et surtout, il essaye de faire ses petites tâches sans même qu'elle ait à lui demander. Matteo nous raconte qu'il est au lycée, et c'est toujours pareil. C'est les cours, les mêmes têtes, les profs qui répètent sans cesse les mêmes phrases. Enfin bref, vous allez me dire, rien de très passionnant. Le jeune homme nous précise que dans sa classe, il y a ce gars dont tout le monde parle, ou plutôt, dont tout le monde se moque. Comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, ne vous moquez pas des autres, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui peut briser des vies. Vraiment, quand on se moque de quelqu'un, on n'imagine pas que lui, derrière, quand il rentre à la maison, il verse quelques larmes, qu'il monte dans sa chambre, qu'il se met dans son lit et qu'il pleure. Donc s'il vous plaît, mes amis, si vous vous moquez de quelqu'un, arrêtez immédiatement. C'est la dernière chance que je vous laisse avant de venir vous retrouver. C'est pas des menaces, vous le prenez comme vous voulez, mais arrêtez. Ce gars, dans la classe de Matteo, il est toujours seul. À la cantine, il ne mange avec personne, il ne parle à personne dans les couloirs, et il ne jette jamais aucun regard sur quelqu'un. Il n'a pas l'air d'être méchant, il n'est même pas bizarre. Enfin, bizarre dans le sens dangereux, mais il a quelque chose qui dérange, une sorte de présence silencieuse, qui met visiblement mal à l'aise les gens qui sont dans la même salle. Il n'a pas d'amis, les autres élèves ne savent rien de lui, et c'est d'ailleurs ce petit détail qui fait peur aux autres. En fait, il passe vraiment pour le mec mystérieux qui n'a pas de potes, qui met tout le monde mal à l'aise, donc ça donne pas envie d'aller lui parler. Les élèves dans la classe, ils disent de tout sur lui, comme quoi il dormirait dans une cave, qu'il parle aux morts, qu'il collectionne des photos flippantes, enfin bref, plein de trucs débiles mais qui font rire les autres. Et plus les rumeurs circulent, plus ce garçon s'isole. Apparemment, tout partirait d'une rumeur qu'un élève aurait lancée sur lui, et personne n'a jamais su si c'était vrai ou faux, parce que ce gars, il a changé d'école. Le pire, c'est que dans cette situation, personne ne fait rien. Tout le monde rigole de ce mec un petit peu chelou, et c'est devenu la norme. Matteo
Matteo, au début, ce mec, il s'en fout un peu, et d'ailleurs, il s'en fout de ce qu'on dit sur lui. Il se contente d'écouter les rumeurs, il rigole un peu, comme tout le monde, et il suit le mouvement. Mais petit à petit, il se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si drôle. Il voit comment ce garçon baisse la tête quand quelqu'un parle trop fort de lui. Et ça le travaille parce que Matteo, ce n'est pas quelqu'un de méchant, et surtout, il y a un truc qu'il déteste par-dessus tout, c'est l'injustice. Là, mes amis, vous vous souvenez, dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je vous ai raconté une histoire avec du harcèlement. Là, pour moi, c'est bien parce que Matteo, il se rend compte que ce qu'il fait, c'est de la merde. Donc soyez tous comme Matteo, essayez de vous rendre compte que si vous harcelez quelqu'un, si vous vous moquez de quelqu'un, eh bien, c'est juste terrible. Notre ami, il nous raconte qu'il se passe un truc vraiment pas cool un jour, parce qu'en classe, ce garçon, dont tout le monde se moque, il répond à une question, sa voix, elle tremble un peu, mais il donne la bonne réponse, et directement, un gars derrière lui lâche un truc débile du genre « Oh, le mec chelou, il parle enfin !» Et lorsqu'il dit ça, évidemment, tout le monde éclate de rire. La prof ne dit rien, il continue son cours comme si de rien n'était, et le pauvre mec, il se tait et il ne lèvera plus jamais la main de tout le cours. Erreur de la part du prof, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça en classe, vous devez immédiatement intervenir. C'est une chose que j'ai faite quand moi je donnais des cours à des personnes de 14-15 ans. J'ai eu une fois un soupçon d'harcèlement auprès d'une fille de la classe, autant vous dire que je leur ai mis une démerdée immédiatement. Donc s'il vous plaît, si vous êtes enseignant, agissez immédiatement. Je suis désolé, dans ce genre de vidéo, il y a beaucoup de leçons de morale, mais pour moi c'est aussi mon rôle. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de vivre avec ce genre de choses. Donc autant vous dire que si vous mettez un commentaire « Melvin, il y a trop de morale sous la vidéo », je ne vais pas le lire et je vais le supprimer. Matteo, lui, il regarde la scène sans rien dire, mais au fond, il a super honte parce qu'il sait que ce n'est pas juste et le fait qu'il se taise, c'est tout simplement lâche. Parce que lui, en tant que camarade de classe, il devrait le défendre. À midi, la même journée, à la cantine, ce fameux garçon s'installe tout seul dans un coin et les autres, ils continuent à se foutre de sa gueule. Matteo, à ce moment-là, il se dit qu'un jour, il faudrait peut-être qu'il aille lui parler parce que ça commence à lui faire beaucoup trop de peine. Finalement, quitte à ce que ses potes se foutent de sa gueule, tant pis, mais au moins, il n'aura pas laissé ce mec tout seul, surtout dans une telle situation. Matteo, un grand bravo, c'est très courageux de ta part et très gentil. L'après-midi, après un cours chiant à mourir, les élèves ont une courte pause. À ce moment-là, Matteo voit le garçon assis sur un banc tout seul, comme d'habitude, avec les mains dans ses poches. Il hésite un petit peu, puis il s'approche de lui et il lui dit simplement « Ça va ?» Le garçon le regarde en étant très surpris. Il met du temps à répondre et puis il lui dit « Oui ». Alors, ce oui, il est extrêmement sec, il n'est pas méchant, mais très distant, parce que, après tout, il se dit qu'il vient sûrement pour se moquer une énième fois de lui. Matteo, il reste là une petite minute, il ne dit rien, puis il repart parce qu'il ne veut pas le déranger. Et surtout, il ne sait pas quoi lui dire d'autre. Il se dit que le mec ne veut pas continuer la conversation, donc ça ne sert à rien d'assister. À la pause suivante, ce garçon vient s'asseoir, pas loin de Matteo, mais sans parler. Évidemment, tous les potes de Matteo, ils s'en rendent compte, ils se foutent de sa gueule en disant « Bah toi aussi tu vas devenir bizarre, que tu vas finir enfermé dans une cave avec ton pote chelou ». Matteo, ça le fait rire un peu, il dit qu'ils sont cons de dire des trucs pareils, et il commence à s'éloigner d'eux sans même s'en rendre compte, tellement leur comportement est devenu pathétique. Notre ami, il n'a pas peur de ce garçon, il le trouve juste différent, et quelque part, ça lui fait de la peine parce que si lui était seul comme ça, bah il aimerait bien que quelqu'un vienne se soucier de lui ou même discuter avec lui. Donc, c'est ce qu'il va essayer de faire. Le soir, en quittant l'école, Matteo sourit à cette personne avant de rentrer chez lui. Et à ce moment-là, il se passe un truc qu'il n'aurait jamais pensé parce que ce garçon va se rapprocher de lui et c'est lui-même qui va commencer à lui parler. Ils font un petit bout de trajet ensemble et ce mec lui dit qu'il fait des sculptures, qu'il aime modeler des trucs avec ses mains et que ça le calme. Il lui avoue aussi qu'il n'a pas vraiment d'amis parce que les gens le fatiguent et que dans ce genre de cas, il préfère rester seul. Matteo ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, mais au moins, il l'écoute. Ce mec, il finit par dire à notre ami qu'il aimerait bien lui montrer ce qu'il fait, qu'il a beaucoup de sculptures chez lui et qu'il veut absolument qu'il vienne voir tout ça. Au début, Matteo hésite un peu, il se dit que c'est peut-être pas une bonne idée, mais le garçon, il insiste, il lui dit « Allez, viens s'il te plaît, ça me ferait vraiment trop plaisir, parce que je n'ai pas l'habitude de recevoir quelqu'un chez moi. » Alors Matteo, il dit oui sans trop savoir pourquoi, peut-être par curiosité ou peut-être par pitié, mais en tout cas, il lui dit « D'accord, je vais venir. » Matteo ne le sait pas, mais lorsqu'il parlait avec ce garçon, un de ses potes l'a malheureusement entendu et dès le lendemain, tout le monde a commencé à se foutre de sa gueule. Ils lui disent des trucs du style « Mais t'es complètement barjot d'aller chez lui, il va te découper en morceaux. » Ou encore « Si demain t'es pas là, on appellera la police, t'inquiète pas. » Matteo, il rigole un peu avec eux, mais il leur dit qu'ils exagèrent, que ce mec n'est pas dangereux, que c'est juste un gars un petit peu seul et un peu paumé, donc il faut tout simplement arrêter les conneries. Le soir, en rentrant, Matteo dit à sa mère qu'il passe chez un ami. Elle ne lui dit rien de spécial, juste « Ok, mais tu rentres avant qu'on passe à table. » Et Matteo, il lui répond « Ok, pas de problème. » Une fois arrivé devant la maison de ce garçon, il nous dit que la rue est complètement vide et tout est très silencieux. Il sonne une fois, mais il n'y a pas de réponse. Il hésite donc à repartir, mais la porte s'ouvre doucement. Le garçon est là, il lui dit « Entre », avec une voix un peu chelou, et dès que Matteo met un pied à l'intérieur de chez lui, il sent immédiatement une ambiance particulière. Il nous raconte qu'à l'intérieur, il fait super froid, il n'y a aucune lumière naturelle, juste une lampe de bureau dans le couloir, et surtout, il y a une odeur grave chelou, genre un mélange de cire, de poussière et de plastique brûlé. Bon, Matteo ne dit rien, il suit son camarade dans une pièce qui se trouve au fond de la maison. Logiquement, il se dit qu'il va le ramener dans sa chambre,
mais non, c'est un atelier avec une très grande table au centre, des journaux étalés absolument partout, des morceaux de pâte à modeler et des petits outils. Sur la table, il y a des dizaines de figurines. Le garçon qui lui présente ça, il est hyper fier, il est très euphorique et il fait signe à son nouvel ami entre guillemets de s'approcher. Donc Matteo, il s'approche doucement. Plus il s'avance, plus il comprend que ces figurines ne sont pas normales, ce sont des gens que visiblement il connaît. En fait, il reconnaît les visages des élèves du lycée, des profs et même des surveillants. Ils sont tous reconnaissables mais tordus et le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'ils sont tous représentés dans des situations extrêmement violentes. Par exemple, il y en a un qui a un couteau dans la gorge, un autre avec les 2 bras arrachés, il y en a une qui est suspendue à un fil de fer, enfin c'est chelou. Le mec regarde Matteo sans expression et il lui dit « Tu vois, j'essaye de faire ce que je ressens avec les figurines et ça vient comme ça, naturellement. » Matteo ne dit pas un mot, il ne sait pas quoi répondre d'ailleurs. Il se dit qu'après tout, c'est peut-être simplement de l'art, mais plus il regarde, plus c'est pas de l'art. Ça a plutôt l'air d'être un jeu pour lui, les visages ils sont trop précis et les détails un peu trop réels. Et au même moment, il voit qu'au milieu de tout ça, il y a une figurine un petit peu à part. Elle est légèrement plus grande que les autres et elle est posée sur une planche en bois. Il s'approche et là, il se fait dessus parce que mes amis, cette figurine, c'est lui-même. C'est Matteo avec le même sweat, le même sac à dos, le même visage, sauf que la figurine est assise sur une chaise avec les poignets attachés et la bouche fermée avec un trait rouge. Il voit aussi qu'il y a un petit couteau en pâte à modeler à côté de sa réplique. Bon, bien qu'ils soient en train de se chier dessus, il ne veut pas trop réagir, alors il lâche un rire un peu nerveux et il lui dit « Mec, c'est moi ça ?» Le gars hoche la tête et il lui dit « Ouais, j'aime bien ton visage dans cette situation. » Matteo lui dit « Ok » et il regarde la porte sans oser bouger. L'autre mec, lui, il semble complètement dans son monde, un peu comme s'il était ailleurs. Il parle en boucle de ses sculptures, de comment il les fait et de combien de temps ça prend, comme si tout était normal. Il dit qu'il travaille la nuit parce qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il a besoin de sortir tout ça de sa tête. À un moment, il se pose sur une chaise, il prend une figurine et il dit à Matteo « Tu vois celle-là, c'est Thomas, le gars qui m'a traité de taré en cours d'histoire. » Il la montre à Matteo et la figurine, elle a la tête enfoncée dans la table avec une marque rouge. Tout à coup, le mec dit à notre ami qu'il doit aller aux toilettes, donc il va revenir. Et c'est là que Matteo il se retrouve seul dans cette pièce extrêmement glauque. Et c'est à ce moment précis qu'il repense à absolument tout ce que ses potes lui ont dit avant. Il lui avait d'ailleurs suggéré de regarder s'il a pas des trucs chelous chez lui. Donc Matteo, il sort son téléphone, il met le flash parce que dans la pièce il fait très sombre et il commence à regarder un peu partout. Il ouvre une porte au hasard, elle se situe au fond de l'atelier et là, il tombe sur une autre petite pièce très sombre. Il s'avance et il voit que sur le bureau, il y a un carnet qui est fermé et à côté, un tiroir à moitié ouvert. Il tire un peu pour l'ouvrir et là, il découvre un très grand couteau rangé dans une sorte de vieux chiffon. C'est pas genre un couteau de cuisine, c'est un vrai couteau de chasse avec une lame, mes amis, qui fait la taille de mon bras. Matteo, il trouve ça très chelou, il prend une photo vite fait, puis il le repose. Là, il regarde sur le bureau, il hésite, mais il finit par ouvrir le carnet. Il s'en veut un peu de fouiller, mais franchement, tant pis, parce qu'avec toutes les sculptures qu'il vient de voir, c'est difficile de trouver pire. Les premières pages du carnet sont remplies de phrases qui n'ont ni queue ni tête. Il y a des croquis, des visages, des prénoms barrés. Notre ami, il fait défiler les pages très rapidement, parce que sa seule peur, c'est que ce mec, il revienne derrière lui. À un moment, il skippe les pages qui restent et il se rend à la dernière et il tombe sur une phrase écrite en gros en rouge. « J'ai toujours voulu utiliser mon couteau sur quelqu'un juste pour voir la sensation que ça fait. » Matteo, quand il voit ça, il prend une photo de cette phrase de fou et il referme le carnet d'un seul coup. Autant vous dire qu'il veut partir maintenant tout de suite. Donc il range son téléphone, il sort de cette pièce et il attend que le mec revienne pour lui dire que sa mère l'attend pour dîner et qu'il faut qu'il parte. Pourquoi Matteo n'a pas couru vers la porte d'entrée de la maison, je ne sais pas. Une fois que le mec est revenu, Matteo, il lui dit ça et le mec lui répond « Non, reste, il faut que tu vois mon autre pièce. C'est important, tu peux pas partir maintenant. » Là, Matteo lui dit « Non, je dois vraiment y aller. » Et c'est là, justement, qu'il sort de la maison presque en courant, tellement il est terrifié. En arrivant dehors, il a carrément la tête qui tourne. Il veut simplement s'éloigner de cette maison le plus vite possible. Et pendant qu'il est en train de courir, il se rend compte d'un truc, c'est que dans la maison, ils étaient seuls. Il n'y avait aucun adulte, aucun autre enfant. Et ça, c'est un peu bizarre. Une fois chez lui, Matteo monte directement dans sa chambre et il envoie toutes les photos qu'il a faites à tous ses potes et il leur dit « Ok les mecs, vous avez bel et bien raison. Ce mec, on dirait un vrai taré. » Le lendemain matin, tout le lycée est évidemment au courant. Les photos tournent partout, même sur les réseaux sociaux. Et tout le monde rigole, tout le monde commente et partage. Enfin bref, ce n'est plus un secret. Ce gars, il devient littéralement la blague du siècle, on le traite de malade, de psychopathe, de fou, les gens l'évitent encore plus. Certains vont même jusqu'à le bousculer dans le couloir en ricanant. Et Matteo, lui, il ne se sent pas bien du tout, il voulait simplement prévenir ses potes, pas tout le lycée, mais malheureusement, c'est allé beaucoup trop loin. Les gens rigolent, mais pas de la manière habituelle, parce que là, c'est beaucoup plus cruel. Dans les couloirs, tout le monde parle, tout le monde se fout
fout de sa gueule. Et les figurines qu'il sculpte maintenant, tout le monde les a vues. Et au point où même les profs le savent. Dans les couloirs, il y a même des élèves qui imitent sa voix et qui disent des phrases genre « Eh, fais gaffe, sinon je vais te sculpter ». En fait, ce gars, c'est simplement devenu la bête de foire. Matteo, lui, il ne dit rien, mais il s'en veut énormément. Il voulait simplement prévenir ses potes et pas foutre sa vie en l'air. Il voit ce garçon passer dans le couloir, seul comme toujours, mais cette fois, tout le monde le pousse sur son passage. Les regards sont très durs, du coup, il baisse la tête, il l'avance sans dire un mot et il serre les poings. La journée passe et les profs essayent de calmer les moqueries comme ils peuvent, mais vous en doutez bien, personne n'écoute. À la pause de midi, Matteo va s'asseoir dehors avec ses potes. Il essaye de rire avec eux, mais il n'y arrive pas. Il se dit qu'il devrait aller lui parler pour lui dire qu'il est désolé, lui présenter ses excuses, mais surtout lui dire qu'il n'a jamais voulu tout ça. Le problème, c'est que Matteo, il n'a pas le courage de le faire parce qu'à la fois, il a peur que tout le monde se moque, mais il nous avoue qu'il a aussi un peu peur de ce mec. L'après-midi, tout se passe normalement jusqu'à la dernière heure où ils ont un cours de maths. Ce garçon, il n'est pas là, personne ne sait où il est, et pendant le cours, Matteo, il a une envie pressante d'aller aux toilettes. Alors logiquement, il demande à sa prof s'il peut s'absenter. Une fois sorti de la classe, il se rend vers les toilettes et au moment où il rentre à l'intérieur, il voit une scène digne d'un film d'horreur. Il y a un garçon d'une autre classe qui est assis par terre, qui se tient le ventre, il est en train de pisser le sang et devant lui, il y a ce mec, donc celui qui l'a invité chez lui. Dans sa main, le mec tient l'énorme couteau que Matteo a vu dans le tiroir du bureau. Il reste là, bloqué, il ne comprend pas ce qu'il est en train de voir. Il veut crier, mais malheureusement, aucun son ne sort de sa bouche. Le gars s'approche de lui, comme s'il était prêt à lui donner aussi un coup de couteau, mais Matteo, il court dans le sens inverse, il ouvre la porte, il se rend en courant vers sa classe, il défonce la porte et il crie « Madame, venez vite aux toilettes, il y a quelqu'un de blessé ». Dans la classe, tout le monde s'excite, la prof court dans les toilettes, suivie de quelques élèves, et c'est là que tout le monde découvre la scène d'horreur. Le garçon est debout près du corps de son camarade, il recule en voyant sa prof, il lâche le couteau, il regarde ses mains qui sont couvertes de sang, et il dit à voix haute « Je n'ai pas voulu faire ça, je vous jure, c'est eux qui m'ont poussé à le faire ». La prof, elle attrape le couteau qu'il y a par terre et elle appelle les secours immédiatement, et en quelques minutes seulement, tout le lycée est bouclé. Les élèves paniquent, certains pleurent, d'autres sont en train de filmer et d'autres restent complètement figés. Le jeune homme est assis par terre avec les mains sur la tête et il répète les mêmes mots en boucle. Les pompiers arrivent, ils emmènent la victime qui est extrêmement blessée, mais encore vivant. Quelques secondes plus tard, les policiers arrivent dans le lycée, ils attrapent assez sèchement le garçon, ils lui passent les menottes et il se laisse faire. Matteo, au loin, il regarde la scène, il a le cœur complètement brisé parce qu'il est incapable de comprendre comment ça a pu en arriver là. Il se dit que c'est aussi sa faute parce que s'il n'avait pas envoyé ses photos, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Et c'est seulement plus tard qu'il apprend que ce garçon a été placé en garde à vue, qu'il a tout avoué et qu'il a dit qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à quelqu'un, mais que malheureusement, depuis que tout le monde s'est moqué de ses statuts, eh bien, quelque chose a vrillé dans sa tête. Parce que visiblement, ses statuts, c'est sa raison de vivre, c'est la petite chose heureuse qui lui reste dans sa vie. Donc le fait que tout le monde se moque de ça, c'était la goutte de trop. Suite à de multiples examens, les experts disent qu'il était très fragile de base et que c'était juste un garçon qui avait besoin d'aide, mais pas de moquerie. Après ça, évidemment, il est passé devant un juge. Il est jugé irresponsable pénalement en raison de ses problèmes et il a été placé dans un centre adapté. Vous vous en doutez bien, pendant des semaines au lycée, c'est le choc absolu. Les profs organisent des discussions, les parents se plaignent. C'est comme si tout le monde cherche un responsable différent. Matteo, lui, il est beaucoup trop mal. Il revoit la scène tout le temps dans sa tête. Le couteau, le sang, l'étudiant qui est par terre. Potentiellement, s'il était allé pisser 2-3 minutes avant, il aurait pu l'arrêter. Mais malheureusement, il sait bien que c'est trop tard, c'est déjà fait. Quelques mois plus tard, Matteo reçoit une lettre et il n'y a pas de nom sur l'enveloppe. Il y a simplement son prénom à lui qui est écrit au stylo bleu. Dedans, il y a une feuille pliée sur laquelle il est écrit 3 pauvres lignes qui disent « J'ai pas voulu te faire peur, j'ai juste voulu que tu comprennes ce que je ressentais. Merci à toi d'avoir été gentil avec moi au tout début. » Il n'y a pas de signature, mais Matteo, il sait évidemment de qui ça vient. À la base, il avait simplement voulu faire une bonne action en se rendant chez ce gars, mais malheureusement, il a pris des photos qu'il a ensuite envoyées dans son lycée. Et vu que ce gars, il était légèrement instable et très fragile, eh bien, ces événements l'ont poussé au pire. Heureusement, l'adolescent qui l'a blessé quand même grièvement, il a survécu, mais on n'est pas passé loin du tout de la catastrophe. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je la trouve très particulière, parce qu'on retombe dans ce truc de, on a une personne qui est harcelée, qui commet un acte irréparable, mais d'un autre côté, on a des gens qui ne l'ont pas poussé à le faire, mais qui se sont quand même moqués de lui, qui lui ont pourri la vie pendant des semaines, des mois, des années. Évidemment, tout ça, ça ne justifie pas d'aller mettre un coup de cut à quelqu'un, mais en fait, dans l'histoire, les deux parties méritent d'être jugées. Le gars qui a blessé grièvement un étudiant et le groupe d'amis qui se moquaient de lui. Je vous le rappelle, si vous vous êtes harcelé à l'école, n'allez pas mettre un coup de couteau à quelqu'un, ça ne résout rien. Au contraire, c'est vous qui allez prendre, donc ne faites pas ça. Parlez-en à un professeur ou à un directeur ou à un adulte, votre tante, votre cousin, peu importe. Mais s'il vous plaît, parlez-en, ne gardez pas ça pour vous parce que ça peut vous détruire. Aux personnes qui harcèlent, je me répète un petit peu, mais ce que vous faites, c'est ignoble, donc s'il vous plaît, arrêtez immédiatement. Et si malencontreusement, vous faites partie de ma communauté et que vous faites ça à l'école, sachez que je ne vous porte pas dans mon cœur, vous ne faites pas partie de ma communauté et que j'éprouve un sincère
mépris pour vous. Voilà, c'est dit, les histoires de cette semaine, il y a eu quelques morales sur le harcèlement, mais pour moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est extrêmement important. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de la vidéo, j'ai pris un réel plaisir à vous raconter ces deux histoires. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.